Très bien. Donc moi je suis la cerise sur la cerise alors. Très bien. Alors qu'est-ce que vous attendez de la cerise? Les Américains sont considérés comme pro-israéliens. Et d'ailleurs ce rôle est admis parce que comme les Israéliens sont les plus forts, on dit il n'y a que les Américains qui peuvent convaincre les Israéliens de faire des concessions. Et nous, on est plutôt du côté des Palestiniens. Et les Palestiniens comptent beaucoup sur les Français d'abord, les Européens en général, pour équilibrer le jeu. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-israélien, naturellement. Mais ça veut dire que dans cette répartition des rôles, nous sommes plutôt du côté des Palestiniens dans un jeu d'équilibrage. Et nous travaillons la main dans la main avec les Américains, parce que rien ne se fera contre les Américains. Et les Américains, eux, sont au service de la paix. Comme nous, à nous seuls, on fait pratiquement les 2 tiers de l'aide apportée au peuple palestinien. Le drame, si vous voulez, c'est que à Camp David, au cours des derniers mois, des progrès décisifs avaient été faits vers un accord définitif de paix. Et tout ceci est en train de se défaire et de tomber par terre parce que Sharon s'est rendu sur l'esplanade du temple, parce que ça a été le début d'affrontements. Et nous avons dit depuis très très longtemps qu'il n'y aurait pas de paix sans création d'un État palestinien. Alors quand on le disait au départ, c'était considéré comme un gros mot. Ça avait quelque chose d'obscène de dire il faut un État palestinien. Maintenant, la majorité des Israéliens considèrent que, en effet, c'est ça qu'il faut faire. Définir sa capitale qui sera Jérusalem-Est, ce qui est une vraie révolution intellectuelle. Parce que pendant des années, Israël disait Jérusalem, capitale éternelle d'Israël. Maintenant, Barak dit bon, il y aura Jérusalem-Ouest, capitale éternelle d'Israël, mais Jérusalem-Est sera la capitale de l'État palestinien. Donc c'est une vraie percée, ça c'est Camp David, voyez. Mais il reste des dossiers très difficiles, le retour des réfugiés palestiniens, le partage de l'eau, de l'économie, etc. Toute la région manque d'eau. Il se trouve que les nappes phréatiques sont plutôt sous l'État palestinien. Mais ceux qui pompent sont plutôt les Israéliens jusqu'à présent. Et chaque Israélien consomme 3 fois plus d'eau que chaque Palestinien. Les prix ne sont pas forcément les mêmes. Et les prix, voilà, je vois que vous avez creusé le sujet. Au sens propre et au figuré. Tout le monde se fiche de l'Afrique en ce moment. Et donc, on dit, ça c'est pour les Nations Unies. C'est à elles d'y aller. Quand on critique les Nations Unies en disant oh, c'est nul, ça ne marche pas, il faut bien comprendre qu'on donne aux Nations Unies une mission impossible, que personne d'autre ne veut faire. Sur l'Irak, c'est un bras de fer permanent, et sur cette affaire de l'embargo aérien, qui selon nous n'existe pas, vous avez la démonstration concrète chaque jour avec des vols qui vont à Bagdad, que les Américains n'imposent pas leurs lois. Nous avons décidé il y a 10 ans cet embargo parce qu'il ne faut pas oublier que Saddam Hussein, après avoir lancé la guerre contre l'Iran, qui a provoqué 1 million de morts, a envahi le Koweït, dévasté ce pays, mis le feu à tous les champs de pétrole. À l'issue de ce conflit, le Conseil de sécurité unanime a décidé que ça suffisait comme ça. Ce type avait assez ruiner la région, il fallait le désarmer. Et on a imposé ces règles du jeu très strictes pour imposer le désarmement de l'Irak. Et à ce moment-là, on n'a pas fixé de date parce qu'on pensait qu'en 6 mois, on arriverait à désarmer l'Irak. Malheureusement, Saddam Hussein, comme d'habitude, a triché, caché des armes ici et là, etc. Donc il nous a fallu des années pour arriver à désarmer pratiquement à 95% l'Irak. C'est fait. Il n'y a plus d'armes nucléaires, il n'y a plus de missiles, il y a certainement quelques stocks résiduels d'armes chimiques et biologiques, mais ce n'est pas significatif. Ce qu'il faut maintenant, c'est que Saddam Hussein ne puisse plus réarmer. Non. Je vais vous dire, on a utilisé des obus avec telle ou telle composante, mais ce n'était pas des armes nucléaires. En revanche, Saddam Hussein a utilisé des armes chimiques et bactériologiques. Voilà ce qu'il a fait. Ce sont des armes absolument terrifiantes. Le nucléaire n'est pas plus terrifiant que le chimique ou que le bactériologique. Or, ce sont des armes. Saddam Hussein avait d'énormes stocks
d'armes chimiques et bactériologiques C'est l'Allemagne qui lui les fournit, il me semble, non? qu'on a détruit. Non, je vais vous dire, vous allez sur la 2e avenue ici, vous pouvez vous acheter de quoi composer des armes chimiques et bactériologiques. Mais en même temps, c'est deux types d'armes. Vous avez des engrais qui sont parfaits comme précurseurs de ce type d'armes. Donc, c'est ça le problème. Et je le dis sans arrêt, il faut que vous le sachiez. 1 dollar sur 3 du budget des Nations Unies vient des poches des 15 de l'Union européenne. 36% du budget ordinaire. 39% du budget des opérations de maintien de la paix vient de l'Union européenne. 50% du budget du HCR, de l'OMS, etc., toutes ces organisations, vient de l'Union européenne. Nous sommes le poids lourd du système international sur le plan financier. Et 54% de l'aide publique au développement vient de l'Union européenne. Alors que le PNB de l'Europe et le PNB des États-Unis sont équivalents. L'aide publique au développement des États-Unis, 15%, nous, 54% du total. Il faut le savoir, parce que quand vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus qui, vous, ah, les États-Unis sont la superpuissance. Non, la superpuissance financière dans l'aide au développement, dans le soutien du système multilatéral, c'est nous, c'est les Européens.